L'heure H, l'invité d'Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'heure H avec notre invité, celui qui vient de publier ses comptes à l'instant, Alain Dina, le président de Nexity. Alain Dina, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes plutôt en forme visiblement parce que 2017 a été une année extraordinaire. Vous avez battu tous vos records, vos objectifs initiaux, commerciaux, financiers. Je croyais que vous nous aviez dit que le gouvernement voulait tout casser dans la reprise avec son plan pour le logement, etc. Je m'en souviens, vous avez dit, est-ce qu'une addition de mesures fait-elle un plan logement ? Visiblement, ça marche. Non, l'addition des mesures a permis de faire des résultats. Alors, est-ce que c'est un plan logement pour autant? C'est une autre histoire. Oui. Voilà, ça c'est... quand on parle de plan, on parle de long terme. Et donc, au fond, le sujet, à 15 ans d'aujourd'hui, c'est 4 millions de ménages de plus sur l'ensemble du territoire français. Est-ce que le plan logement qui est en cours de discussion, la loi Elan, dont on parlera peut-être tout à l'heure, est-ce que ça donne une idée du vivre ensemble et de la vie que l'on veut avoir tous ensemble dans des zones urbaines denses? Je suis pas sûr. Maintenant, au niveau du factuel de nos métiers, les taux d'intérêt sont restés bas, les dispositifs ont été confirmés, les clients sont là, la demande est forte. Voilà, les résultats sont bons pour Nexity et ils sont bons pour l'ensemble de la profession d'ailleurs. Oui, donc ça veut dire que la reprise, elle est là. On peut vraiment dire que la reprise du marché de l'immobilier, elle est là. Et qu'est-ce qui a performé chez vous ? Alors, en fait, tous les segments ont performé, puisque Nexity est un opérateur du résidentiel, donc on a dépassé les 20 000 logements vendus cette année, ce qui est un record historique sur l'ensemble du territoire, avec une grosse partie en Île-de-France, mais aussi des régions denses, comme les régions de Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, etc., qui ont bien fonctionné. L'immobilier d'entreprise a été au rendez-vous, on est aussi promoteur de bureaux, parce que les taux d'intérêt sont bas et donc les liquidités ont besoin de se placer avec des taux de rendement et l'immobilier d'entreprise a porté encore l'année dernière. Ça reste petit quand même encore chez vous. Oui, c'est petit, mais ça fait sur un chiffre d'affaires de 3,5 milliards, ça fait 500 millions de chiffre d'affaires, donc mais surtout avec des marges importantes. Les activités de transaction sur l'ancien avec nos réseaux de vente, Century 21, Guy-Hockey, mais aussi avec nos métiers de gérance dans nos activités de services aux particuliers ont bien fonctionné aussi. Donc en fait, l'ensemble des curseurs des clignotants sont au vert et devraient le rester sur 2018 puisqu'on dit au marché on fera plus 10% en résultat, plus 10% en chiffre d'affaires entre 2017 et 2018 et déjà 2017 on est à plus 20% de résultats, donc on a une belle croissance. Donc 2018 sera aussi bonne que 2017 sera meilleur en termes de résultats et de chiffre d'affaires. Après en termes d'activité économique, on va regarder un petit peu ce qui va se passer sur l'ensemble du secteur du logement en particulier, puis aussi sur l'ensemble des taux de la sensibilité au taux d'intérêt des investissements dans l'immobilier d'entreprise. Oui, l'immobilier résidentiel, ça marche fort, ça marche très bien. Comment vous expliquez, sachant qu'il commence à avoir des petits signes noirs, pour prendre l'expression utilisée? Où vous voyez-vous des signes noirs? Augmentation de taux d'intérêt. Augmentation, légère des taux d'intérêt. Voilà. Alors, d'abord, il n'y a pas d'incertitude fiscale puisque le gouvernement a fixé un plan sur les encore 3 prochaines années. Après, on verra. Les taux d'intérêt montent un tout petit peu. On emprunte aujourd'hui à 20 ans à 1,50, 1,60%, là où on empruntait à 1,40 il y a quelques mois. On ne peut pas dire que ça soit réellement sensible. Si je prends un exemple d'un client primo-accédant qui achèterait un appartement, je ne sais pas, à Herblay ou à Montreuil, en région parisienne, à 245 000 euros, 1% d'augmentation des taux d'intérêt représenterait 50 euros de différence de mensualité. Alors 50 euros, c'est pas rien, mais ça ne change pas quand même l'équation. Donc le marché est toujours là parce que la demande est forte. Même si en 2017 on a atteint un pic en production de logements, quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis 2006. Et donc de ce côté-là, on pourrait rendre grâce au gouvernement précédent des actions qu'il a menées, puisque Manuel Valls avec son fameux plan qui avait vu qui donne des résultats. Il faut partir avec armes et bagages. Tous les sujets du logement, enfin tout ce qui concerne la fabrication de quelque chose, prend du temps. Donc une mesure en 2014 et en 2015 donne des résultats en 2017 et en 2018. Donc sur ces éléments-là, l'ensemble du marché est extrêmement positif. Maintenant, est-ce que la suppression de zones de villes moyennes, est-ce que la réduction du prêt à taux zéro dans un certain nombre de cas, est-ce que la suppression de l'APL accession pour les ménages les plus défavorisés, est-ce que tout ça va avoir de l'impact sur le logement? Je pense assez peu en 2018.
puis 2019, on verra, ça dépend beaucoup aussi des taux d'intérêt. Oui, là, il y a une demande est forte, mais du coup, il y a une conséquence, c'est quand même, il y a une légère hausse sur le prix au mètre carré. Vous êtes engagé à tenir les prix, vous voyez, je reprends votre expression. Alors, chez Nexity, on arrive à tenir les prix. Alors, cette année, entre 2016 et 2017, les prix ont augmenté de 2%. 3%, non? Alors, 3% d'augmentation des prix. Moi, je lis vos communiqués, donc vous voyez. Alors, il faut les lire, si je peux me permettre, il faut aller jusqu'au bout. Oui, pourtant, je les ai lus jusqu'au bout. C'est 1% d'augmentation des surfaces, et donc 3% d'augmentation des prix. Donc, si j'enlève l'augmentation de surface, c'est 2% d'augmentation des prix. À 220 000 € le logement en moyenne avec 56 mètres carrés, c'est un prix, c'est effectivement assez collé à l'inflation. On arrive aujourd'hui à ne pas augmenter les prix. Mais il faut quand même avoir en tête que comme les terrains constructibles sont rares et que les autorisations de construire sont difficiles à obtenir, effectivement aujourd'hui les prix de terrain ne baissent pas et peuvent entraîner des hypothèses de valorisation future un peu trop importantes. Oui, il y a donc de la tension. Il y a de la tension. Ouais. Il y a de la tension. L'offre est faible, la demande est forte et donc les prix bougent. On va parler de cette tension, je pense, avec. Mais cette tension, elle est essentiellement en Ile-de-France parce que on a l'impression qu'il y a une France un peu coupée en deux, quoi. Alors, elle est dans les grandes zones urbaines et particulièrement en Ile-de-France et particulièrement en première couronne parisienne. Ouais. Voilà, les zones denses où on n'a pas assez construit, où il y a une demande forte, effectivement, les prix continuent de monter de façon importante et vont continuer de monter de façon très importante sur une longue période, quelle que soit l'évolution des taux d'intérêt. Parce que la masse de population qui arrive dans les grandes zones urbaines, de toute façon, il y a toute une frange de cette population qui aura les moyens de suivre la hausse des prix. Il y a une demande forte. Il y a une demande très forte. Lorsqu'on regarde la prise de commande, déjà, elle est très bonne. Alors effectivement, notre carnet de commandes, qui est ce qui nous permet de prévoir notre chiffre d'affaires des années prochaines, a augmenté de 20%. On est à plus de 4,8 milliards de carnet de commandes. Et donc effectivement, on est sur des volumes que l'on n'a pas connus depuis très longtemps. Ouais. Et pourtant, il y a une question, est-ce qu'il faut vraiment être propriétaire? C'est la question qu'on va voir avec Emmanuel Le Chypre qui nous a rejoint. C'est le chiffre de Le Chypre. BFM Business, l'heure H, le chiffre de Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Edwige, bonsoir Alain-Dina. Alors, vous nous dites, être propriétaire, c'est un frein, on s'en souvient de la phrase, Nicolas Sarkozy, la France des propriétaires, etc. Être propriétaire, c'est un frein à la mobilité et à l'embauche. Une augmentation de 10 points du taux de propriétaires occupants accroîtrait d'environ 2 points le taux de chômage. Donc, à la limite, il faut... moins vous avez de propriétaires... moins vous avez de chômage. Voilà, c'est ça. Oui, absolument. C'est une étude... C'est quoi votre démonstration? Alors, c'est une étude assez célèbre qui a été réalisée il y a quelques années par un économiste américain, Oswald, mais qui a été confirmée depuis par d'autres économistes. Donc, je ne redis pas les chiffres. 10 points d'augmentation du taux de propriétaires, c'est 2 points de taux de chômage en plus. Alors, ces chiffres varient un petit peu selon les pays, mais c'est vrai dans les pays dans lesquels le coût moyen de transaction est le plus élevé et la France est le deuxième pays dans lequel les coûts de transaction quand vous voulez revendre votre logement sont les plus élevés derrière la Belgique, 14% exactement. Ce qui fait que quand vous regardez les chiffres du chômage par catégorie de rapport au logement, vous vous apercevez que ceux qui restent le plus longtemps au chômage, ce sont les propriétaires qui ont fini de rembourser leur logement. Ils restent au chômage à peu près 1 an de plus que les locataires, par exemple, du parc privé, ou même 4 mois de plus qu'un propriétaire qui est en train de rembourser son crédit, mais qui n'a pas fini de le rembourser. Donc, il y a un vrai sujet à traiter. Rappelez-vous le sujet Alstom transféré à Strasbourg. Les gens qui habitent Belfort ne veulent pas partir parce qu'il y a cette problématique de logement. Donc, il y a un vrai sujet à traiter. Là, c'est comment fluidifier la mobilité des propriétaires pour qu'ils puissent aller chercher du travail ailleurs. C'est un excellent point, non ? Je suis totalement d'accord avec Manuel. C'est souvent d'ailleurs que nous sommes d'accord. On se retrouve souvent sur les chiffres. Mais là, en plus, je suis d'accord sur le raisonnement. D'abord parce qu'il a été conforté aussi par un certain nombre d'analyses. Puisque vous m'évoquez tout à l'heure le fait que j'avais été un peu critique sur les propositions du gouvernement, et je vais continuer de l'être. Choc de l'offre, c'est je produis plus. En fait, notre problème, c'est pas de traiter un choc de l'offre, c'est de traiter un choc de la demande. Je pense effectivement qu'il ne faudrait pas être propriétaire dans la première partie de sa vie. Il faut être propriétaire au moment où je commence à avoir l'idée que mon revenu va baisser parce que je vais partir en retraite et que à ce moment-là, ça serait mieux de ne pas payer un loyer. Ce qu'appellerait M. Macron les rentiers qu'on taxerait à l'IFI.
Oui. Pendant l'autre période, je devrais ne pas être propriétaire parce que d'abord c'est de l'argent que je vais immobiliser, que je peux utiliser à autre chose. C'est un loyer qui va effectivement être plafonné maintenant, surtout dans un certain nombre de zones où à force l'offre et la demande permettent d'équilibrer un petit peu les loyers. On rappellera que les loyers baissent depuis 3 ans de façon systématique en France. Ça dépend où, y compris dans les grandes zones urbaines et y compris à Paris, bien entendu. Ils baissent parce que... Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui nous regardent, qui se disent mais Alain Dinin, il habite où là? Non, il habite à Paris. Oui. Enfin, il n'est pas. Enfin, à mon avis, vous êtes bien. Vous n'êtes pas comme les cordonniers, vous êtes bien logé. Oui, enfin, je suis bien logé depuis très peu de temps parce que, enfin, je suis propriétaire depuis très peu de temps. Donc, mais sur le raisonnement, le problème, c'est qu'il faudrait qu'à ce moment-là, on trouve des outils qui permettent aux jeunes et aux gens, par exemple, d'être usufruitiers d'un bien avec un système pour la nue propriété, ou bien d'être dans la location avec option d'achat. On en parle pour la voiture, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas là-dessus? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on se rapproche du gouvernement en disant très bien, dans votre loi Elan, vous essayez de mettre un certain nombre de mesures en place pour produire plus. Il en a parlé, Julien Mais en fait, la question n'est pas de produire plus, la question c'est de produire pour une certaine typologie de personnes. Si je regarde... oui, mais vous vous souvenez comme Emmanuel Macron, juste quand ce plan, vous aviez ces mesures annoncées que vous aviez critiquées, on en voit la réalisation là, il avait dit quand même qu'il fallait trouver un système qui permettait de fluidifier justement le marché du logement. Oui, mais pour le faire, il faudrait donc qu'il y ait des investisseurs qui à un moment donné portent le logement dans leur compte et qui le mettent ou en location ou en option d'achat. Regardez, lorsque vous avez tous ces couples monoparentaux qui cherchent à se loger dans 2 logements, s'ils sont propriétaires, ils sont encore plus en difficulté que que le monsieur dont on parlait. Est-ce que c'est un sujet plutôt financier ou est-ce que c'est un sujet plutôt immobilier? Et j'ai oublié de dire que mes chiffres étaient tirés d'une étude du Trésor qui s'appelle les très belles notes du Trésor Éco, que je vous recommande régulièrement. Et donc, alors, le sujet, il est bien entendu culturel, parce qu'en France, on a l'habitude de la propriété. Oui, mais en même temps, le monde est en train de changer. Un jeune de 30 ans aujourd'hui... Et les jeunes ont une mentalité différente. Voilà, il a besoin de pouvoir bouger, pour ça, il a besoin de fluidité de son bien, mais pour pouvoir avoir un bien à l'offre locative satisfaisant, faudrait-il qu'il y ait une contrepartie qui est celui qui détienne l'actif. Alors celui qui détient l'actif, ou c'est une personne privée à qui on dit c'est de l'avantage fiscal, c'est de la niche, ça coûte cher, etc., ou c'est l'institutionnel qu'on a laissé sortir de ce secteur, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. En Allemagne, les institutionnels sont le principal possédant de l'immobilier et ce qui permet aux gens d'être dans un système locatif. Alors, on ne changera pas la mentalité des gens de 45, 50 ans, mais je pense que le jeune de 25 ou 30 ans, il n'a absolument aucune obligation de devenir propriétaire. On voit qu'il y a pas mal d'histoires là en ce moment qui montrent que la loi actuelle, elle est plutôt trop de côté des locataires. Et donc, il y a un frein à la mise en location de certains biens, parce que justement les propriétaires se trouvent souvent piégés. Est-ce que c'était la une du Figaro Magazine, on en a parlé aussi ce week-end, il y a eu une histoire de squat, etc. Enfin bon, sans rentrer dans tous les détails, est-ce qu'il faudrait peut-être modifier la loi peut-être? Ah non, mais il y a beaucoup de choses à faire. Alors la conférence de consensus a choisi un mode la conférence de consensus qu'a mis en place le gouvernement a choisi un mode de travail par segment, par silo. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir ce gouvernement qui dit qu'il faut désiloter et qui en même temps, dès qu'il fait une étude, il silote. Alors on a siloté, on a fait d'abord la relation propriétaire, enfin on a fait parmi les autres choses la relation propriétaire-bailleur. Pour l'instant, il n'en est rien sorti. On parle par exemple de la réforme du droit de la copropriété. Il faut travailler sur des sujets comme cela et pour pouvoir le faire, il faut mettre l'ensemble des acteurs de la chaîne autour de la table. Ça sert à rien de faire une conférence de consensus avec juste le logement social puis en côté le logement privé. Si ça sert, si on cherche à régler le problème du logement social ou si on se pose la question de savoir si l'avantage fiscal dit Pinel ou prêt à taux zéro a besoin d'être calibré. Mais si on cherche à penser la ville de demain, le vivre ensemble, par exemple la résidence multigénérationnelle, est-ce que ces sujets-là ne sont pas des sujets qui vont permettre demain matin de traiter le problème de fluidité dont vous parliez? Mais ça nécessite de reposer notre modèle social, de poser aussi notre modèle économique. Quelque part, ça s'appelle faire de la politique. Ah mais justement, qu'est-ce que vous attendez de ce plan qui va être présenté fin mars à un Conseil des ministres? Alors d'abord, le plan Elan, à des grandes cornes. Alors le projet de loi qui va circuler, le projet de loi déjà du mois de décembre, puisque ils n'ont pas encore pu prendre en compte les 650 propositions des différentes mesures. Ce que je ne vois pas pour l'instant, c'est quelque chose qui est justement ce souffle, cet élan qui viendrait de dire quelle ville je veux dans les 25 ans, quel type de vivre ensemble je veux travailler, et avec ça, au final, essayer de poser un certain nombre de thèmes.
Dans l'aspect strictement quantitatif, et vous pourrez me dire l'année prochaine, mais vous étiez très content de regarder les résultats de Nexity en 2018 sont bons, donc les mesures du gouvernement sont bonnes. Oui, c'est vrai que c'est bien d'avoir libéré les terrains et de dire aux propriétaires fonciers, tu n'auras pas de fiscalité. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu lui dire aussi, à ce moment-là, tu t'engages à ne pas vendre plus cher que la moyenne des prix de la zone, par exemple, et du plafonner d'une façon ou d'une autre son prix de foncier pour que les prix baissent. Eh bien non, on n'a pas fait ce genre de choses. Une question peut-être pour compléter vos propos. Alors, augmentation de taxes foncières, d'une manière très forte, parce que c'est un peu l'outil que conservent les maires. Augmentation de la taxe sur les résidences secondaires. On a vu qu'il y avait des excès, il y avait à Nice ou dans d'autres villes complètement dingues. Est-ce que ça vous fait un tout petit peu peur? Et puis, le maintien de l'IFI dans le cadre de la suppression de l'ISF. Lorsque vous achetez un bien en France et que vous le mettez en location, sur 10 ans, vous allez supporter 57% de taxes. En Allemagne, pendant la même période, vous allez supporter 30% de taxes. J'attends du gouvernement et du président de la République qu'il fasse ce qu'il a dit qu'il ferait quand il a parlé de grand soir fiscal. Il a dit je vais aligner la fiscalité de la France et de l'Allemagne. Eh bien qu'il aligne les deux, qu'il mette la fiscalité du logement à 30% sur 10 ans au lieu de 57%. Je vous jure, on n'a pas besoin d'aide, on n'a plus besoin d'aider les propriétaires, on n'a plus besoin de traiter. Mais vous avez les réponses là-dessus ou pas? Non, mais parce que ça y est, c'est fin mars. Nous sommes bien d'accord que ce que j'évoque là, ce sont des vœux pieux. D'accord. Voilà. On ne va pas mettre en place de la même façon que le gouvernement a reculé sur, par exemple, la mise sur ordonnance d'un certain nombre de textes de loi sur ça y est, sur c'est le complètement logement. là, il y aura... Ça, ça se rend des lois, etc. Pourtant, on avait le sentiment qu'il allait mettre justement sur certains... Oui, mais après, il y a la réalité de la vie et du timing. Parce du timing et puis aussi de la composition des différents sujets à traiter. Emmanuel ? Peut-être pour élargir, est-ce que c'est pas prémonitoire du style Macron et de ce qui nous attend pour toutes les réformes à venir? C'est-à-dire qu'en gros, il nous a promis plein de réformes qu'on n'a pas fait depuis 50 ans pour les 3 prochains mois. Il en fait déjà un petit peu trop. Est-ce que finalement, le risque de déception est pas le même sur presque tous les sujets, quoi? Là, on est plus sur BFM Business, on serait sur BFM Politique. Alors oui, effectivement. Mais c'est intéressant parce que vous êtes un peu un certain nombre de choses. Un pionnier de la méthode Macron sur ces sujets-là. En fait, ce qui est assez dommage, c'est que on a pris les choses à l'envers. Au lieu de s'occuper des personnes, au lieu de s'occuper des populations, au lieu de s'occuper des gens, de la façon dont ils vivent, on s'est d'abord occupé de dire on va faire du quantitatif. Regardez, on va reculer l'arrivée de la ligne 18 sur le plateau de Saclay. A priori. A priori, de 4 ans. Eh bien, dans un an, il n'y a plus de permis de construire sur le plateau de Saclay parce que ça ne sert à rien de construire là-bas pour que des gens se retrouvent sur le plateau de Saclay. Mais comme ça, il y a les fermes qui restent. Avec aucune possibilité. La ferme de Vitin qui va rester. Donc, quelque part, à un moment donné, ça va avoir un impact sur la construction de logements, sur l'économie, sur les recettes fiscales, etc. Ça manque, au fond, de dimension politique. Il y a une bonne intention et derrière, on a l'impression qu'on pense à court terme au lieu de penser à long terme. Alain Dina, il y a une critique qui est encore plus forte et qui est en train vraiment de monter. C'est effectivement, c'est un peu la France et territoire contre la France de Paris et l'Île-de-France. Il y a des questions des villes moyennes qui sont en train un peu de rentrer en déshérence, avec toutes les questions autour de la SNCF. Il y a une vraie question d'aménagement du territoire. Est-ce que pour vous, en tant que patron de Nexity, qui est le plus gros promoteur immobilier, est-ce que vous vous dites c'est un sujet? Effectivement, moi, les villes moyennes, ça m'intéresse plus. Alors, c'est un sujet en tant que citoyen, en tant qu'industriel du métier. On a décidé qu'on n'allait plus dans ce qu'on appelle les zones banlieues. Donc, par exemple, il y a une opération dans la banlieue de Rouen qu'on était prêt à lancer dans une zone qui a besoin de logement et qui a besoin de logement d'accession quasiment sociale à la propriété. Sur cette opération-là, il n'y a plus d'investisseurs, le prêt à taux zéro a été réduit, on n'y va pas, on ne fait pas l'opération. Et c'est tout, et on va déplacer nos besoins, nos engagements financiers, on va les déplacer dans d'autres endroits. Donc pour nous, ça ne va pas avoir d'impact sur notre activité, ça déplace l'activité, mais en tant que citoyen, c'est un vrai questionnement. Donc il y a quand même, c'est un sujet, cette question des territoires. Donc mais même ça, il va sans doute le prendre en boomerang. Mais même au-delà de ça, c'est vraiment une compréhension du mode de fonctionnement. Une entreprise comme la nôtre, il y a quelques années, on faisait des métiers. Alors on était promoteur, on était administrateur de biens, etc. Aujourd'hui, on est organisé par client parce qu'au fond, ce qu'on cherche à faire, c'est à trouver une utilité sociétale et à s'investir un peu d'engagement sur la ville de demain.
Moi, quand aujourd'hui on sort les comptes de Nexity 2017 et que j'annonce déjà qu'en 2018 notre dividende va augmenter, qu'en 2019 on a déjà les chiffres de notre carnet de commandes, etc. Ce que me demandent mes actionnaires, c'est de préparer mon plan à 3-5 ans. C'est quoi le plan à 3-5 ans sur le logement et sur la problématique de la ville, sur l'urbanisation du gouvernement, là où on sait qu'à 10 ans d'aujourd'hui, on aura en Île-de-France, par exemple, près de 2 millions de personnes de plus. On les met où et on les installe comment? Justement, et on les fait vivre comment ensemble? Il y a un petit, vous avez raison, il y a un changement de stratégie en fait chez vous, c'est que maintenant vous vous définissez presque comme un groupe, une plateforme de services en fait. Oui, on est un intégrateur de services. Un intégrateur de services. Au fond, vous n'êtes plus un promoteur. Voilà, à 4-5 ans d'aujourd'hui, de toute façon, c'est pas tellement parce qu'on en avait envie, c'est aussi parce que ce que nous demandent nos clients, c'est qu'on s'occupe de l'ensemble de leur dispositif. Et lorsqu'on parle de construire, de faire un choc de l'offre, on ne s'occupe pas des populations et de la façon dont elles vivent dans la zone. On dit, tiens, on va faire plus de terrain, ça va être plus facile, il y aura moins de recours. Très bien, bonne nouvelle. Mais pour qui? Qui va acheter un logement? Un ménage moyen en France, c'est 1 700 €. Pourquoi 1 700 €? Parce que le ménage, il ne fait pas 2 personnes. Il y a beaucoup de monoparentalité et il y a beaucoup de personnes seules. En Île-de-France, c'est 1 900 €. Est-ce que pour revenir sur l'analyse de M. Schiff tout à l'heure, est-ce qu'on va faire des propriétaires de ces gens-là? Mais c'est pas raisonnable de les mettre dans la situation d'avoir toute une partie de leurs revenus qui soit investie là-dessus. Par contre, pour pouvoir les loger correctement, on va pas non plus faire appel uniquement à la Caisse des dépôts ou à l'État et dire c'est du logement social. Il y a du logement intermédiaire. Pour ça, il faudrait que les investisseurs institutionnels y viennent. Enfin, c'est toute une chaîne. Et c'est dans cette chaîne-là que je ne me retrouve pas, moi. Merci beaucoup, Alain Dina. Merci. En tous les cas, d'être venu nous voir, surtout après de ces bonnes années. Vous me direz, c'est plus facile d'annoncer des bons résultats que des mauvais résultats. On annonce des bons résultats depuis 5 ans. Oui, merci de votre analyse. Merci Emmanuel Le Chypre. Tout de suite, les décodeurs de l'Écho. Nous, on se retrouve bien sûr demain, 12h30, avec Denis Kessler, présent au score. Là aussi, on parlera des risques et risques planétaires. À demain, bonne soirée.